fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement, qui, je vous le rappelle, est le seul magazine de l'océan Indien hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement de Mayotte et à sa protection. Ce matin, nous allons nous intéresser aux campagnes de forage. C'est quelque chose d'un peu récent, dont on parle beaucoup depuis 2023. Mais finalement, au fond, qu'est-ce qu'une campagne de forage? Ça a quel objectif? Et ça sert à quoi dans notre contexte de stress hydrique permanent? Agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Alors sur le plateau ce matin, pour en parler, Yves Cochet, qu'on ne présente plus, qui est l'expert eau auprès du préfet de Mayotte. Bonjour Yves. Bonjour à vous. Et puis également Manuel Parisot, qui est le directeur du BRGM de Mayotte. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Alors Yves, une première question un peu générale pour replanter le décor. L'eau potable que l'on boit, que l'on utilise tous les jours, elle provient aujourd'hui de où à Mayotte? Oui, effectivement, on a de l'eau au robinet quand il y en a. Quand il y en a, toutes les 36 heures. Toutes les 36 heures actuellement. Et effectivement, elle a différentes origines. On va parler ce matin avec vous des forages plus particulièrement, mais il y a également d'autres origines de l'eau qui font le panel de l'eau potable ici à Mayotte. Les captages en rivière, donc c'est les petits barrages qu'on voit sur les rivières, et je crois qu'il y a une émission dédiée qui capte l'eau de la rivière pour ensuite la traiter et la distribuer. On a les fameuses 2 retenues collinaires, Zoumonier d'un côté, Combani de l'autre, qui sont notre stock d'eau pour la saison sèche. Et puis on a aussi un petit peu de dessalement sur l'usine de Petite Terre. On a une première usine de dessalement qui date déjà un petit peu, mais qui produit également de l'eau. En proportion, pour rester regarder un peu ce que ça représente, le dessalement, c'est assez homogène dans l'année, autour de 10% de ce qu'on produit. La partie eau superficielle, donc captage et retenue, c'est à peu près 60%. Et le reste, c'est ce dont on va parler ce matin, ce sont les forages. Alors, Manuel, c'est quoi une campagne de forage? Parce qu'on dit, il y a des campagnes de forage. Le préfet lui-même, sur les plateaux, les ministres disent oui, campagne de forage. Chouette. Mais concrètement, c'est quoi une campagne de forage? Alors, dans votre lancement, là, vous disiez qu'on commençait à parler des campagnes de forage depuis 2023. Ça fait depuis 1990 qu'on fait des campagnes de forage à Mayotte. Ah oui, donc vous voyez, on ne savait même pas. Et en ce moment, on est en train de se dérouler la 7e campagne de forage. Alors quand on parle de campagne de forage, on parle d'un moment dans l'année où on va réaliser plusieurs ouvrages souterrains, plusieurs forages qui vont servir à prélever de l'eau dans le sous-sol pour être rendu potable et distribué au robinet en fait. Donc c'est réaliser des forages pour pomper de l'eau dans le sous-sol. Mais une campagne, parce que quand on dit campagne, on se dit campagne, il y en a plein. Donc en fait, on fait des trous partout? Alors, on ne fait pas des trous tout à fait partout. Alors, il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a 25 à peu près qui sont exploités pour produire de l'eau potable sur le territoire. Ça veut dire qu'il y a 25 forages? 25 forages exploités. Au total, il y a eu 71 forages réalisés à vocation de soit reconnaissance du sous-sol pour savoir s'il y avait de l'eau à exploiter ou à mettre en exploitation. 71 forages réalisés depuis 1990. 25 exploités aujourd'hui. Ça veut dire que les autres, ils sont finis? Alors les autres, ils sont finis en effet. Donc à chaque campagne, donc c'est le moment où on va réaliser un grand nombre de forages d'un coup. À la fin de ces campagnes-là, on décide lesquels forages sont les plus à même d'être exploités. Certains forages sont dits non productifs, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas trouvé d'eau dedans. On ne va pas pouvoir y glisser une pompe et en sortir de l'eau pour la rendre potable. Et c'est une campagne, donc à l'issue d'une campagne, il peut y avoir plusieurs forages qui apparaissent comme étant intéressant. C'est ça. Alors sur les 7 campagnes réalisées depuis 1990, la moyenne de réussite de ces campagnes est de 70%. Ah oui, quand même. Pour 10 forages réalisés, il y en a 7 qui présentent des caractéristiques intéressantes pour leur mise en exploitation. Par exemple, c'est le cas on parle de la 7e campagne qui est en cours, mais la 6e campagne est quasiment achevée. Cette 6e campagne a concerné 7-8 forages productifs et permet de rajouter de l'eau pour l'ensemble des habitants à hauteur à peu près de 3500 m3 par jour. Ah oui, quand même. Pour une consommation globale? Aujourd'hui, 37 000 m3 jour, donc on est à peu près sur un 10% à peu près, ouais. Qui sont apportés par la 6e campagne de forage. Et puis on espère que la 7e, mais peut-être que Manuel va en reparler,
nous apportera à nouveau de bonnes nouvelles. Donc, on voit bien qu'on augmente la quantité. Moi, je vous propose, messieurs, si vous êtes d'accord, qu'on retrouve l'un de vos collaborateurs sur le terrain, Adrien Guigaz, sur l'un des sites de forage qui est à côté de Lourouveni, qui fonctionne en ce moment depuis quelques jours, quelques semaines. Le premier forage de la 7e campagne. Et ben voilà, donc on est sur le premier forage de la 7e campagne et Adrien nous explique exactement comment ça fonctionne. Écoutons-le. Je m'appelle Adrien Guithias, je suis ingénieur hydrogéologue au BRGM. Alors ce qui se passe ici, vous voyez derrière moi, c'est un forage. C'est le premier forage de la 7e campagne de forage qui est actuellement en train de se dérouler à Mayotte. Donc le but, tout simplement, ça va être de créer un trou, un puits, pour aller chercher les ressources souterraines, les ressources en eau. Alors spécifiquement ici, ce site a été choisi suite à des prospections géophysiques. Donc, ça consiste à envoyer un courant électrique dans le sol. Et ce courant va nous rapporter des données, une certaine image du sous-sol qui va nous donner des informations sur les formations rocheuses, est-ce qu'il y a une potentialité d'avoir des ressources en eau exploitables ou non. Donc c'est comme ça qu'on choisit nos sites. Il faut savoir que c'est pas juste ici à proximité de Lourouveni. Cette campagne de forage, on va avoir des sites un petit peu partout tout autour de l'île, parce qu'un total de 24 forages est prévu. Alors l'étape, quand on trouve de l'eau déjà, ça va être d'aller la tester, d'aller la pomper, pour savoir si cette ressource va être exploitable sur le long terme ou non, parce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas assez d'eau dans la nappe par exemple, et qu'elle ne soit pas exploitable. Donc ça va être un premier test. Ensuite il va y avoir des tests de qualité, des prélèvements réalisés par l'ARS. Et si toutes les cases sont cochées pour une bonne exploitation, ensuite tout ça va être équipé ensuite par la SMAE et puis inséré dans le réseau. On va récupérer les échantillons mètre par mètre. Les échantillons, on va les mettre dans des boîtes. Là j'en ai une de 15 à 16 mètres et une de 28 à 29 mètres. J'ai sélectionné ces deux boîtes pour montrer un petit peu ce qu'on recherche. Ce qu'on va rechercher, c'est ces formations volcaniques ici. Donc, on appelle ça du basalte. Dans ces formations-là, en fait, on va retrouver des fissures et des fractures qui contiennent de l'eau. Donc notre objectif à nous, ça va être d'aller pomper cette eau, ensuite l'exploiter. Ça, c'est typiquement le genre de formation qu'on veut aller chercher. Et le genre de formation qu'on ne peut pas aller chercher, au contraire, qu'on évite, c'est celle-ci. Voilà, donc là c'est tout simplement une couche argileuse. Moi c'est un peu comme de la pâte à modeler. Donc ça c'est évidemment des formations imperméables en plus. L'eau n'est pas exploitable. Quels sont les premiers retours de cette campagne? Alors c'est le tout début, mais est-ce que ce forage-là en particulier pourrait être intéressant? Alors, c'est un cas un peu particulier ce forage en fait. Il est venu se faire à côté d'un forage déjà existant, déjà en exploitation par la SMAE. Donc on a déjà une idée assez proche de la réalité de ce qu'on va rencontrer dans ce forage. L'idée c'était d'aller voir plus profond si on arrivait à atteindre des ressources encore plus importantes pour la mise en exploitation. Donc là aujourd'hui, on en est à une semaine de travaux de foration, donc ce qu'on a vu à l'écran avec la foreuse qui fait son trou. Et il reste encore quelques jours de travaux pour connaître presque définitivement les caractéristiques de cet ouvrage et savoir si on va pouvoir l'exploiter ou non. Pour l'instant, ça se passe comme on s'y attendait. Donc plutôt positivement. Plutôt positivement. Pourquoi, c'est une question peut-être aux géologues, mais pourquoi la Terre stocke de l'eau? Alors, ça peut paraître... non mais pourquoi?
Alors, elle ne la stocke pas toujours, en fait. L'eau se déplace dans le sous-sol, donc elle vient des précipitations, donc de la pluie. Donc, il y a une partie de ces précipitations qui ruissellent sur le sol, rejoint la mer par les ravines, Oui. par les cours d'eau. Puis, il y a une autre partie qui est prélevée par la végétation. Et enfin, il y a une dernière partie qui va s'imprégner dans le sol, suivre la gravité et descendre jusqu'à rejoindre le niveau de la nappe, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toute l'eau plus ou moins stockée dans le sol qui, elle aussi, va chercher à se déplacer. Quand on fait la campagne de forage, c'est ça qu'on vient chercher, c'est la roche dans laquelle l'eau transite. Mais il y a une différence entre la nappe phréatique et ces gisements. C'est de l'eau qu'on essaye de capter avant qu'ils arrivent dans les gisements ou en fait on va forer dans la nappe phréatique. On fore dans la nappe phréatique, ce qu'on appelle l'aquifère. Donc là, on cherche une roche qui a une caractéristique particulière qui lui permet de contenir de l'eau. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher et d'atteindre avec le forage. Comment on prépare une campagne de forage, Yves? Parce que je suppose que c'est aussi orchestré avec les besoins en eau en général, le coût aussi que ça peut représenter. Comment la stratégie, elle se met en place comment? Alors effectivement, la stratégie est pilotée essentiellement par le syndicat d'eau, c'est lui qui porte les investissements, ensuite il confie les investissements réalisés à la SMAE qui exploite, mais c'est bien le syndicat d'eau qui a cette stratégie de l'eau, et effectivement on sait qu'on manque d'eau, et du coup la stratégie du syndicat d'eau, c'est de dire quelles sont les possibilités de ressources en eau dont je dispose sur mon territoire, et quelles sont celles que je vais essayer de rechercher. Donc là, si on est sur les forages, on sait qu'avec les campagnes qui ont déjà été réalisées antérieurement, est-ce que ça produit que c'est de l'eau quand même suffisamment grande quantité. 6e campagne, 3500 m3. 7e campagne, on espère, je ne fais pas de promesses trop tôt, mais 8000 m3 jour. Ah oui, quand même. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Les eaux souterraines, elles sont disponibles en permanence. Hein. En saison sèche, il n'y a pas le même effet que sur les cours d'eau. Sur la qualité de l'eau, elle est bien meilleure en dessous de la terre parce qu'elle est protégée. Elle a été filtrée un petit peu par les terrains naturels, alors que dans les cours d'eau, tout ruisselle dans le cours d'eau, et puis on en parlera quand on sera sur les captages, ce que ça reçoit. Donc les forages et donc les eaux souterraines, c'est un potentiel intéressant pour la ressource en eau ici à Mayotte, et c'est comme ça que la stratégie se fait. Et ensuite, sur un plan un petit peu plus technique, on confie une mission de prospection, là en l'occurrence au BRGM, pour dire essayez-moi de trouver des points intéressants pour trouver de l'eau, et en même temps intéressant, mais peut-être pas trop loin de là où j'ai déjà un tuyau, de là où j'ai un château d'eau, ou là j'ai mon usine de traitement. Donc c'est un exercice avec plusieurs facettes, où on essaye d'optimiser le point où on va chercher de l'eau, pour avoir de l'eau la meilleure qualité en plus grande quantité, mais quand même pas complètement sur le sommet des montagnes, parce qu'on n'arrivera jamais à la raccorder là où on consomme l'eau, qui est en bas des vallées et des rivières. Et du coup, il faut qu'on trouve ce compromis, là où il y a de l'eau, et là où on peut ensuite relativement facilement l'exploiter. Mais une autre question peut vous paraître toute bébête, mais je vous rassure, le grand public se pose cette question. Si on fait des forages partout dans la nappe phréatique, on va finir par la vider en fait. Alors, c'est loin d'être une question idiote, puisque c'est la question qui nous anime en ce moment, c'est d'essayer justement de savoir quel est le stock disponible. Alors, on a de quoi réfléchir à ce questionnement. On sait à peu près ce qui tombe comme pluie sur le territoire. Bien sûr. On commence à avoir une idée de ce qui transite par les cours d'eau et qui rejoint la mer. On connaît un petit peu le couvert végétal de l'île, donc on sait ce qui va être capté par la végétation. Forcément, ce qui reste, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter dans les nappes phréatiques. Mais ça paraît trivial comme ça, mais ça nécessite quand même de travailler avec beaucoup de données. Et c'est l'objet des travaux qu'on mène avec le LEMA, avec l'État, d'essayer de répondre d'abord à cette question et de voir par rapport à tout ce qu'on a déjà exploité depuis plus de 20 ans à travers les différents forages, ce qu'il est susceptible de rester encore exploitable sur l'île. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse extrêmement précise à apporter. Ça nécessite de faire travailler plusieurs corps scientifiques les uns avec les autres. Mais ça commence, ces travaux scientifiques de recherche débutent en ce moment et on pourra d'ici peu pouvoir y répondre. Mais on se dit qu'avec les satellites, on peut arriver à avoir peut-être une vision de ce qu'il y a dans le sous-sol, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Non, j'aimerais bien que ce soit des satellites qui me disent ce qu'il y a dans le sous-sol, mais on a d'autres moyens quand même pour ausculter le sous-sol. Ouais. On fait, alors mes collègues du métier vont m'en vouloir, mais on fait des échographies du sous-sol pour déterminer la nature des roches et
améliorer notre perception du sous-sol et savoir si on va pouvoir aller y chercher de l'eau ou pas. Donc ça, c'est des campagnes aussi, qui sont les campagnes d'avant, les campagnes de forage, donc les campagnes de prospection dont parlait Yves, qui ont été menées depuis plusieurs années déjà sur l'île et qui ont permis de dire, en respectant les contraintes, la distance au réservoir, la distance à la route, etc., en croisant tout ça, on a pu dire c'est là que maintenant il faut faire des nouveaux forages. Et c'est comme ça que vous préparez les Et campagnes. c'est comme ça qu'on prépare les campagnes. Oui, sur la question de la quantité, moi j'aime bien faire très simple. Et pour moi, les nappes souterraines, c'est une forme de baignoire dans laquelle il y a de l'eau. Avec la douche, on remplit la baignoire. Et la douche, c'est la pluie. C'est la pluie. Et avec la bonde, enfin la sortie d'eau, c'est l'eau qu'on vide prend. la baignoire. C'est l'eau qu'on prend pour exploiter. Donc si ce qui rentre égale ce qui sort, ma baignoire elle reste pleine et je peux prendre mon bain. Alors ici on ne prend pas beaucoup de bains, mais ça illustre quand même assez bien. Mais si je prends trop en bas, et ben, ma baignoire se vide et à un moment donné, il n'y a plus d'eau dans ma baignoire. Mais même si je mets l'arrosoir au-dessus, ça ne remplit plus. Et c'est ça le stock des eaux souterraines. La baignoire, on la voit physiquement. Pour aller voir la baignoire souterraine, c'est toutes les études qu'évoquait Manuel tout à l'heure. Mais on doit être, parce qu'on sait qu'on est en situation de stress hydrique important sur le département et on sait qu'on a besoin d'eau, 36 heures de coupure par semaine, c'est indispensable aujourd'hui, mais c'est compliqué pour la population. Donc il y a aussi une pression sur les autorités. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en puisant avec la bonde, à partir de l'exemple que vous donnez, en puisant avec la bonde plus que ce que la douche remplit? Bon, là, c'est le suivi de l'exploitant et du BRGM à leur côté pour vérifier qu'effectivement la baignoire ne se vide pas trop vite ou qu'à la rigueur qu'elle reste au niveau du début, c'est-à-dire que entrée égale sortie, donc ça c'est l'idéal. Oui. Je peux parfois, sur certains moments, dire je vide un peu la baignoire, mais parce qu'elle va se remplir quand il va pleuvoir, donc ça on peut un peu le faire. Mais effectivement, si on commence à voir que la baignoire se vide d'année en année, j'ai perdu 1 cm, 2 cm, on se dit c'est que ma prise d'eau, ce que je prends, est trop importante, donc il faut que je réfléchisse. Parce qu'une fois, ce qui peut se passer, c'est que la baignoire, classiquement à la maison, une fois qu'elle est vide, je peux la remplir. Mais sur des nappes souterraines, si j'ai baissé trop fort ma nappe, ça se trouve, elle se dégrade et je ne peux plus prendre d'eau. Donc c'est perdu. Donc il faut faire attention à bien gérer la baignoire. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, on ne va pas chercher à s'inquiéter, non. En tout cas, on travaille, le BRGM, les services de l'État, justement, à suivre le niveau de cette baignoire. Donc on a des forages qui servent à extraire de l'eau de la baignoire, mais on a aussi des forages qui servent à suivre le niveau. Ça s'appelle un réseau piézométrique. D'accord. Donc il y a une quinzaine d'autres forages qui ne servent pas à extraire de l'eau, mais pourtant dans lesquels il y a un niveau d'eau, et qui sont instrumentés avec des sondes qui mesurent toutes les heures le niveau d'eau depuis plus de 15 ans sur le territoire, et qui permettent de voir les évolutions. En effet, en saison des pluies, on voit le niveau qui monte, en saison sèche, on voit le niveau qui descend. Et maintenant, on va observer en fonction de ce qu'on prélève pour la production d'eau potable, si on n'est pas en train de faire descendre trop bas le niveau de ces nappes. Et on a plusieurs outils de modélisation qui sont disponibles pour les gestionnaires de la ressource. Bon. Donc c'est sous surveillance. Donc tout va bien, c'est ce qu'il faut se dire. Une fois qu'elle est extraite, cette eau par les différents forages, elle va où? L'eau directement dans notre robinet? Elle va à l'usine de Lourouveny, puisque là on parlait d'un forage à côté de Lourouveny, ça va à l'usine de potabilisation. C'est quoi le circuit? C'est assez variable en fait, hein, parce qu'on parle souvent les eaux souterraines sont de relativement bonne qualité, voire même de très bonne qualité, et du coup elles nécessitent pas de traitement ou uniquement la chloration. De toute façon, on chlore toujours l'eau avant de la mettre en distribution, donc il y a toujours au minimum une chloration. Parfois, on a quand même des métaux lourds, mais qui sont liés à la terre, hein, du fer, du manganèse, qui colorent l'eau quand on la voit au robinet. Et celle-là, il y a une teneur maximum qui est acceptée par la réglementation. Et à ce moment-là, effectivement, il faut la traiter dans une usine, soit dédiée uniquement au forage pour enlever ces éléments-là, soit dans une autre usine qui récupère aussi d'autres eaux. Donc les grandes usines d'eau potable qu'on a, elles récupèrent différents types de ressources en eau, elles les mélangent et à la fin, elles sortent une eau qui est potable. Et après, ça rejoint le réseau de distribution classique. Parce que là, on a vu, il y a du matériel, des foreuses, c'est grand, mais c'est pas ce qui va rester, tout le temps. Donc, quand vous avez déterminé que le forage était ok et qu'il allait avoir un rendement satisfaisant, qu'est-ce qui remplace la foreuse? C'est très décevant. Non, mais c'est vrai, c'est assez peu visible en fait. Oui. Il va rester juste un tube qui va sortir du sol, sur pas très haut, moins d'1 mètre de hauteur, dans lequel sera plongée une pompe et dans lequel va sortir un tuyau. Alors, pour des raisons de protection de la ressource, puisqu'on a dit qu'elle allait partir au robinet après, tout ça va être
dans un aménagement en dur, avec un local technique, avec des commandes qui permettent de maîtriser les pompages, et un périmètre de protection qui va empêcher une pollution accidentelle au droit de l'ouvrage. Mais il ne restera plus qu'une cabane en béton et un grillage autour. Voilà ce qu'on verra à la suite. Mais il n'y a pas de risque, parce qu'on est quand même à Mayotte, on ne va pas nier la réalité qui est la nôtre. Il n'y a pas de risque que des gens mal intentionnés viennent piquer l'eau à la source, c'est-à-dire au niveau du forage? La réglementation est très bien faite et assurée par l'État. Les ouvrages doivent être protégés par différents périmètres, différentes mesures, et ils sont très sécurisés. Oui, c'est très sécurisé, les accès sont interdits, il y a un certain nombre de moyens que je ne vais pas déployer ici, Non, mais évidemment, qui bien sont sûr. des éléments de sécurité pour s'assurer de ça. Et effectivement, il faut protéger de ces éléments que vous évoquez, un peu intrusion, Ouais. voire vandalisme. Bien sûr. Mais il y a aussi la protection de la qualité de l'eau elle-même, et c'est pour ça qu'il y a des périmètres de protection de captage autour des captages. Un périmètre dit immédiat qui est clôturé et dans lequel personne ne rentre sauf l'exploitant, et après des périmètres un peu plus éloignés dans lesquels il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ce qu'on fait au-dessus, on le retrouve en dessous. Évidemment, ça a des conséquences directes. Autre question, vous êtes sur un forage, vous vous rendez compte pour 1000 raisons que ça ne fonctionne pas, un peu comme ce qu'expliquait Adrien, on reste avec la terre argileuse et donc il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors là aussi, il y a une réglementation qui nous impose de reboucher l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va remettre en fait les différentes couches de terrain qu'on a extraites pendant la foration, on va les remettre dans le forage et on va sceller le trou à la surface et il n'en restera plus rien. Alors dans certains cas, on va quand même garder ces ouvrages-là pour s'en servir pour des ouvrages de surveillance, toujours pour surveiller le niveau de la baignoire. C'est-à-dire qu'on a dépensé quand même un peu d'argent pour faire ce trou. Eh bien, on va plutôt que d'y mettre une pompe pour extraire de l'eau, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau à extraire, mais on va mettre ces appareils qui mesurent le niveau en permanence de l'eau et qui nous apportent des informations justement sur la disponibilité de la ressource. La campagne de forage, c'est combien de temps pour la préparer? Puisque là, vous disiez Yves tout à l'heure, on termine la 6e, on commence la 7e. Et ce qu'on a vu était le premier de la 7e campagne de forage. C'est un travail de planification qui prend combien de temps et qui se déroule comment? Ça, c'est une planification qui est assurée par le syndicat d'eau. Il y a différentes étapes. Là, on parle strictement des forages. Par exemple, la 7e campagne de forage, on espère que fin 2027, début 2028, elle soit opérationnelle. Enfin, complètement. Alors, ça va se faire au fur et à mesure, parce qu'on traite un forage, puis un autre, puis un autre. Donc, les 8000 m3 d'eau jour puissent être disponibles. Ça se fera progressivement, à partir de début 2027, je pense, jusqu'à fin 2027, peut-être début 2028. Il y a toujours des aléas de chantier qui font qu'on n'y arrive pas. Mais dans une campagne de forage, là, on parle juste du trou. Mais avant le trou, il y a la partie prospection, test. Ensuite, une fois que j'ai dit c'est bien ce trou-là, il faut faire une plateforme pour qu'on puisse installer le forage. Il faut une piste d'accès. Ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit trop loin, mais parfois, il faut quand même arriver avec des engins lourds sur le site, donc il faut créer des pistes d'accès. Ensuite, il faut raccorder, pour équiper le forage lui-même, donc des pompes spéciales, l'électricité. Il faut ramener l'électricité quand même. En site isolé, ce n'est pas toujours le cas. Ramener l'électricité. Et ensuite, il faut raccorder ça au réseau existant. Donc faire encore des tuyaux pour partir du forage jusqu'au château d'eau, jusqu'aux habitants. Donc c'est toute une campagne d'opérations qui se succèdent dans le temps, qui sont planifiées par le syndicat d'eau avec différents opérateurs. Là on parle du BRGM, il y a les foreurs, il y a les terrassiers, il y a les équipementiers. Donc il y a différents métiers autour de l'opération d'un forage qui se succèdent dans le temps. Alors vous disiez on termine la 6e campagne de forage, donc qui a dû durer également sur plusieurs années, je suppose, quand je comprends ce que vous m'expliquez. Une campagne de forage comme la 6e par exemple, ça coûte combien au syndicat des eaux et aux différents partenaires de la mettre en œuvre, c'est-à-dire du début, c'est-à-dire du moment où on commence à la penser jusqu'au moment où on dit bon ça y est, on passe à la 7e. C'est assez variable par forage, mais globalement, alors j'ai plus spécifiquement les chiffres en tête, mais c'est entre 5 et 10 millions par forage, tout compris. Par forage? Par forage. Donc, tout compris, c'est-à-dire les études, les travaux préparatoires, l'équipement, le raccordement. Ça varie, parfois c'est assez simple. Et on trouve autour de 3-4 millions quand ça va bien. Et puis parfois, il y a des situations compliquées où c'est des ouvrages qui peuvent être très productifs,
Et du coup, on fait des plus gros trous, c'est des plus grosses machines, c'est plus d'électricité. Donc forcément, ça coûte aussi plus cher. Et enfin, dernière question, Yves, elle s'adresse à vous. C'est pour refaire un peu de pédagogie, qu'on prenne bien conscience de la problématique de l'eau qu'on a sur ce département. Combien aujourd'hui on consomme d'eau par an à Mayotte? Et c'est en augmentation chaque année de combien de pourcents? Alors par an, je crois que la SMAE vend, puisqu'on vend de l'eau en fait au mètre cube, ça doit être autour de 12 millions de mètres cubes d'eau vendus. Mais pour vendre 12 millions de mètres cubes, il faut en produire beaucoup plus, puisqu'il y a d'abord la nécessité sur certaines usines de les laver avec de l'eau, donc ça consomme de l'eau, parfois 10% de la production. Et puis on en a parlé aussi, les fuites. Oui. Sur le réseau, 20-25%, on a du mal à compter, du fait des tours d'eau, on a du mal à compter le volume d'eau qu'on perd dans les fuites. Donc en gros, on est plutôt à autour de 16 millions de mètres cubes qu'on produit, qu'on sort de la terre, enfin qu'on sort globalement de nos ressources en eau, pour ensuite en faire quelque chose. Et puis il y en a à peu près 12 qui arrivent chez les habitants. Et quand on le traduit en mètres cubes jour, ça fait à peu près 37 000. ce que vous disiez tout à l'heure, 37 000 mètres cubes jour. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on était à combien pour qu'on comprenne bien la pression qui repose sur les autorités? On était à peu près, en ce qu'on est capable de mettre à disposition des habitants, à peu près sur la même chose. Ça bouge pas trop. Ce qui bouge par contre, c'est le besoin estimé de la population qui lui augmente. Année après année, l'augmentation de la population, l'augmentation des usages, des équipements à la maison. C'est à peu près plus de 2000 mètres cubes par jour chaque année qui passe. Donc là, je disais 37 000, l'an prochain, ça sera 39 000, l'année d'après, 41 000, etc. Donc on voit bien que la production qui augmente permet aussi de répondre à l'augmentation du besoin. Répondre d'abord à la question des tours d'eau, puisqu'on aimerait bien tous en sortir, et si on est en tour d'eau, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Bah oui. Donc l'ensemble de ces projets, il a vocation à, sortir des tours d'eau pour répondre aux besoins de ceux qui sont là aujourd'hui, mais aussi de répondre aux gens qui sont là demain, après-demain et après-après-demain. C'est ça. Et Et peut-être préciser pour les téléspectateurs que 1000 mètres cubes jour, c'est 1 million de litres par jour. Ça fait 1 million de bouteilles. Une bouteille ouais. d'un litre 5. aujourd'hui. Oui, c'est 1,5 litre la bouteille d'eau. Donc ça fait 500 000, 500 000 bouteilles d'eau jour. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément conscience de ce que ça représente, mais le vous mètre faites cube, bien on de le le dire. visualise mal, mais c'est 1000 litres. Donc voilà. C'est fou, hein, c'est énorme ici. Merci beaucoup en tout cas de toutes ces explications. Je crois qu'on a bien compris maintenant ce que c'était qu'une campagne de forage. Et puis aussi, moi ce que je retiens, c'est le fait que les autorités travaillent à la maîtrise en fait, de cette ressource pour qu'on ne se tire pas une balle dans le pied demain et qu'on se rende compte qu'il n'y en a plus d'eau. Donc c'est quand même très important. Merci beaucoup messieurs. Nous on se retrouve dans Agir pour l'environnement très rapidement avec un autre sujet que l'on approfondira. À très vite.